Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la série Elles pensent la mode. Elles sont chercheuses, scientifiques ou encore économistes et elles étudient l'industrie textile, ses évolutions, ses dérives et ses innovations. Comment en est-on arrivé là ? Et maintenant, on fait quoi ? Aujourd'hui, nous connaissons les problématiques sociales et environnementales de la mode. Alors comment peut-on transformer cette industrie ? J'ai donc décidé de partir à la rencontre de celles qui pensent, qui analysent et qui critiquent la mode. Pour le 3e épisode de cette série, je donne la parole à Anne Perwels, chercheuse, chimiste et professeure à l'ANSET, École nationale supérieure des arts et industries textiles. Avec Anne Perwels, nous avons donc plongé dans les coulisses de la chimie, de son application dans le textile, pour mieux comprendre les matières premières et les sources de pollution. C'est quoi une matière durable ? Quels sont les impacts des teintures ? Et que penser des fibres recyclées ? Avec Anne, nous avons tenté de répondre à toutes ces questions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne. Merci beaucoup de me recevoir à l'ANSET ici. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Peut-être pour une question d'introduction, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement votre parcours ? Oui, donc je suis chimiste de formation et j'ai d'ailleurs travaillé dans l'industrie chimique pendant 6 ans avant de rentrer dans l'éducation nationale dans l'enseignement supérieur. Ici, je suis à l'ANSET qui forme des ingénieurs textiles. Je suis rentrée il y a 30 ans et donc j'ai 2 métiers, le métier d'enseignant et le métier de chercheur. Ok, très bien. Et pourquoi avoir décidé de vous intéresser au textile, à l'industrie textile ? Bon, ça, c'est un peu le hasard quand même, il faut dire. Dans les années 90, le textile n'était pas très à la mode, mais c'est quand même une industrie qui a quelque chose de fascinant parce qu'elle est très vieille. Et en même temps, j'avais l'idée qu'il y a des choses à faire dedans. Voilà, donc en fait, c'est une industrie qui est très plurielle. Voilà, la chimie, c'est très précis. Le textile, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a les aspects techniques, il y a des aspects aussi évidemment liés à la mode qui sont intéressants. Donc le contact avec les stylistes, les choses comme ça. C'est vraiment très, tout le monde le sait, mais très pluriel. D'accord. Et à quel moment vous avez pris conscience un petit peu des dérives de cette industrie, des dérives environnementales notamment, sociales aussi, mais en l'occurrence environnement, parce que je crois que vous y êtes intéressé assez tôt. Ben, tout de suite, en fait, quand je suis arrivée. Ouais, quand je suis arrivée, parce que en ayant passé 6 ans dans l'industrie chimique, à la fin des années 80, les gens étaient très sensibles, commençaient déjà une sensibilité très forte à l'environnement. Donc, j'ai été conditionnée par rapport à tout ça, et l'industrie textile n'était pas du tout impliquée dans les aspects environnementaux au début des années 90. Donc, ça m'a sauté aux yeux, et je trouvais que c'était assez important de pouvoir travailler là-dessus. Et alors, vous êtes chimiste, vous l'avez dit, et je me demandais en quoi cette formation vous aide-t-elle à comprendre les enjeux, justement, dans l'industrie textile ? Mais c'est un regard un petit peu particulier, en fait, que j'ai par rapport à d'autres. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de processus textiles qui s'appuient sur la chimie. En fait, il y a des interactions fortes entre ces deux industries. Il y a très longtemps, il y a 200 ans, le début de la chimie s'est fait sur le textile. Les premières molécules de chimie qui ont été synthétisées, c'était des molécules de colorants. Okay. Donc,
il y a aussi eu toutes les fibres synthétiques qui sont apparues au début du XXe siècle, qui ont été aussi un essor très important de la chimie et du textile. Et donc, en fait, on utilise les produits chimiques dans toute l'industrie textile. C'est des petits additifs qu'on met en toute petite quantité et pour aider les étapes de fabrication. Alors moi, j'appelle ça des poudres de perlimpinpin. En fait, il y en a un peu partout. Ça permet soit d'accélérer les vitesses de production. Par exemple, des fils. Quand on fabrique le fil peut se casser. Il peut se casser parce qu'il va frotter sur des guides fils, sur des choses, et ça peut conduire à des ruptures. Et comme les fils vont très vite, ça fait des gros problèmes de production. Et donc, on rajoute des lubrifiants. Alors, on fait ça dans toutes les industries, hein, mais bon, on rajoute des lubrifiants. Et donc, en fait, comme il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup de lubrifiants dans le textile. Et donc, ça, c'est des petites molécules chimiques qui sont assez compliquées, finalement, à concevoir. Et il y a plein de secrets de fabrication autour de ça, par exemple. Voilà. Donc, et dans chaque étape de la fabrication des textiles, on met un petit peu de chimie. Et ça conduit finalement à ce que cette industrie qui était très, très artisanale il y a 200 ans devienne de plus en plus industrielle et aille de plus en plus vite. Et arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui, à cette industrialisation totale, avec des vitesses de production très élevées et des produits pas très chers. Voilà, donc je pense que la chimie est un peu responsable de ça. Mais peut aider aussi à améliorer tout ça. Elle aide, et elle aide à améliorer la qualité. Ces petits additifs chimiques permettent qu'il y ait moins de défauts. Dans les textiles, voilà. Donc pour la durabilité, c'est intéressant, quoi. Pour la durabilité, ça peut être intéressant. Ok. Alors, on pourra revenir là-dessus tout de suite. De toute façon, on va détailler un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'en tant que consommatrice, en tant que consommateur, on a souvent du mal à faire le lien entre chimie et vêtements, mais aussi surtout entre produits toxiques et vêtements. Pour quelles raisons, selon vous? Oui, ça c'est une question. Moi, je suis pas forcément très bien placée pour répondre à cette question. Je trouve qu'il y a assez peu de cas de toxicité majeure. Il y a des exemples que tout le monde a entendu dans la presse, mais dans le textile, les produits chimiques, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas introduits pour leur réactivité chimique. Ils sont introduits, comme je l'ai dit, par exemple, là, pour aider la fabrication, mais aussi, par exemple, pour donner des propriétés comme la couleur, la douceur. Enfin bon, c'est pas des produits chimiques agressifs. Et il y en a, les quantités sont très très faibles. En Europe, en tout cas, parce qu'on a des réglementations. On n'en met pas beaucoup. Ouais. Le colorant, on met 1%. Quand on met tous ces produits sont introduits en petite quantité sur les textiles. Donc déjà, on n'en a pas beaucoup sur nos textiles. Et puis, alors il peut rester des résidus de fabrication qui ont été introduits à un moment donné et qui ne sont pas enlevés. Par exemple, les pesticides. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Non, parce qu'en fait, l'industrie textile les enlève. Puisque dans toutes les opérations de teinture, on fait du lavage avant de teindre, on teint, et après la teinture qui est dans l'eau, on relave, on rince plusieurs fois. Donc en fait, les produits qui ont été mis dans les étapes précédentes ont majoritairement disparu. Et après, il faut recycler l'eau, par contre. Par contre, après, il faut traiter l'eau. Ouais. Alors après, il y a vraiment cette question du traitement de l'eau, qui est une question, alors là, vraiment, vraiment essentielle, en particulier dans les pays de production. Je n'ai pas les chiffres sur le taux d'eau qui est recyclée à la sortie des usines textiles, mais ce n'est pas 100%. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Oui, parce que du coup, les composés chimiques, finalement, se retrouvent plutôt dans l'eau et moins sur le vêtement, quoi, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça.
C'est ça. Donc cette toxicité, elle est bien plus importante pour les travailleurs du textile délocalisés que pour nous qui portons les vêtements. D'accord. Ok. Et puis, depuis 2008, en Europe, il y a une législation qui s'appelle REACH et qui interdit les produits, les molécules les plus toxiques. Donc, cette réglementation a commencé par les produits très, très toxiques et de plus en plus, chaque année, il y a de plus en plus de substances qui sont interdites en Europe, ce qui nous protège finalement tous d'être en contact avec des molécules. Bien sûr. Oui, trop toxiques. Et il y a suffisamment de tests qui sont réalisés pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérive ou d'oubli sur certains vêtements. Ben ça, c'est aussi encore une question de... il y a cette législation qui impose. Et après, comment on fait ? Alors aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 150 ou 200 substances interdites dans le textile. Donc, je suis importateur de textile. Comment je fais pour vérifier qu'il n'y a pas assez 150 substances interdites ? C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Et en plus, c'est des toutes petites quantités. Donc, en fait, on peut pas, ça se fait pas. C'est pas des mesures très simples à faire. C'est de la chimie, donc ça nécessite des appareillages de chimie sophistiqués, des outils de chimie sophistiqués, et du coup, c'est très cher. Donc, on peut pas, chaque entreprise peut pas, pour chaque t-shirt qu'il achète, faire 150 tests. Ça coûterait... On ne sait pas, mais beaucoup trop cher. Voilà. Ok, d'accord. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sait que telle substance va se retrouver si on a, par exemple, une teinture rouge. D'accord. Donc si le produit est bleu, on sait qu'il n'y aura pas cette substance-là. Voilà, quoi. on fait l'hypothèse qu'elle n'y est pas. D'accord. Donc en fait, on est obligé, les entreprises sont obligées de sélectionner les tests qu'ils font à partir des caractéristiques des produits et des caractéristiques des molécules. Voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Et donc, vous avez aussi étudié l'impact des teintures, si je ne dis pas de bêtises, en parcourant un petit peu les différentes textes que vous avez pu écrire, les différentes études et les processus de teinture et les différences entre les teintures chimiques, les teintures végétales. Je ne sais pas s'il y a des grandes conclusions que vous avez pu en tirer de ces différentes analyses, parce que j'ai l'impression, en tout cas en ayant parcouru ce que vous aviez écrit, que c'était un peu plus complexe que simplement de dire il y a la teinture chimique qui pollue d'un côté et la teinture végétale qui est formidable de l'autre, quoi. Oui, c'est ça. Alors quand un chimiste regarde ce qui se passe, on le regarde pas tout à fait comme tout le monde, parce que, comme j'ai dit, ça fait 200 ans que les molécules de colorants ont été mises au point par les chimistes et sont améliorées depuis ces dizaines et des dizaines d'années. Donc on a des colorants très performants qui donnent beaucoup de couleurs, qui sont bien accrochés à la fibre. Donc aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des vêtements qui déteignent dans la machine à laver. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, par exemple. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a des colorants qui vont bien sur la fibre. En plus, quand on teint, on met le colorant dans l'eau et puis il passe sur la fibre. Donc dans l'eau, il n'y a plus de colorant. Sur ces colorants qui ont été bien fabriqués pour ça. Donc, on maîtrise très bien tout ça. Donc, du coup, ça fait que la pollution, elle n'est pas due au colorant, puisqu'il n'y en a plus dans l'eau. Elle est due aux poudres de perlimpinpin qu'on rajoute en plus. D'accord. Mais il y en a assez peu, puisque les colorants sont conçus pour ça. Par contre, ce que je voulais dire, moi, c'est que la nature, elle conçoit pas quand elle fabrique des colorants naturels, elle les fabrique pas pour faire la teinture du coton. Effectivement. Voilà. Donc, du coup, elle fait ce colorant naturel par rapport à des aspects biologiques des espèces vivantes. Et du coup, ces colorants n'ont pas toutes les qualités chimiques pour devenir un colorant du coton ou d'autres fibres. Et donc, souvent, il faut les associer avec d'autres molécules pour avoir toutes les mêmes performances qu'un colorant synthétique. D'accord. Donc, il y a plus de chimie. Oui.
paradoxalement. Et, oui. Et donc peut-être plus de poudre de perlimpinpin, quoi. Exactement. Ok. Et donc, ça fait depuis 20 ans qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc, en fait, ça s'améliore tout doucement. On améliore tout ça. On essaie de trouver justement les molécules qu'on va associer, qui seront les meilleures pour que ça fasse à la fois on ait des bonnes teintures et qu'à la fois on ait peu d'impact sur l'environnement. Voilà. Okay. La deuxième partie, c'est que de l'impact sur l'environnement des teintures naturelles, c'est que on doit extraire le colorant de la plante et que cette extraction génère des déchets, puisqu'on récupère le colorant d'un côté, on récupère le reste de la plante. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Bon, souvent, il y a des applications quand même, et puis cette extraction a un coût énergétique assez important. Et oui. Voilà. Ok, oui, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble, quoi, à chaque fois quand on parle d'industrie textile, quoi, pas oublier tout ça. Et donc il y a aussi la question qui est posée, que je trouve intéressante, qui une question plutôt pour le design, etc. C'est pourtant les colorants naturels ont d'autres avantages. Et donc, il faut imaginer la teinture naturelle non pas comme une substitution de la teinture synthétique, mais comme une autre manière de donner une valeur ajoutée à nos vêtements, avec des choses qui apportent de la couleur, mais pas forcément une couleur uniforme, pas forcément une couleur qui va durer 50 lavages, pas forcément une couleur... Ce sera une couleur différente, et puis il peut y avoir d'autres propriétés. Par exemple, la majorité des colorants naturels sont antibactériens. Donc on rajoute de la multifonctionnalité quand on utilise des colorants naturels. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus au laboratoire. Voilà, on pourra peut-être revenir. Oui, bien sûr. Non, mais c'est passionnant. La prochaine question est peut-être un peu généraliste, mais c'est pour ensuite entamer le reste de la discussion. Donc, si on devait résumer, quels sont les principaux enjeux des matières premières dans le textile ? Alors, les matières premières, c'est les fibres. Donc, les fibres sont limitées. En fait, il y a aujourd'hui... La production de coton est maximale, on ne peut pas faire du coton n'importe où, donc on a une quantité de coton annuelle qui a atteint son maximum. Après, parallèlement, il y a la demande qui augmente parce que nous, on consomme de plus en plus depuis 20 ans, et puis parce qu'il y a tous les pays émergents qui consomment eux aussi de plus en plus. Pas au même niveau que nous, mais qui consomment de plus en plus. Donc il y a une demande en fibres qui est accélérée. Donc on va utiliser de plus en plus des fibres artificielles ou synthétiques qui, elles aussi, vont avoir une empreinte sur l'environnement, en particulier les fibres synthétiques qui partent du pétrole. Avec la raréfaction du pétrole, ça pose des problèmes. Donc voilà. Même chose pour le bois, qui est aussi une des ressources pour faire nos fibres, par exemple celle de viscose. Donc en fait, il y a vraiment des enjeux de matières premières très forts et qui sont directement liés à la surconsommation dans nos pays et la consommation dans le monde entier. D'accord. Je voulais rajouter quand même qu'il y a aussi un enjeu associé à la transformation de la fibre, puisque la fibre est transformée en fil, ensuite en tissu, et ensuite en vêtements. Et que quand on fait des bilans, on va venir tout de suite après là-dessus, eh bien on voit qu'il y a une consommation d'énergie très très importante dans ces transformations. Oui, ça c'est vrai qu'il faut pas. Souvent, on a tendance à pas avoir pris conscience de ça, mais c'est vrai qu'au niveau de la transformation, de l'ennoblissement, ce genre de choses, l'impact écologique est assez énorme. Mais on va revenir sur tout ça. Vous avez été l'une des premières à introduire la notion d'ACV en France, donc analyse du cycle de vie pour les vêtements. Alors déjà, peut-être, on va rappeler très rapidement ce que cette notion signifie et pourquoi elle est très importante aujourd'hui. Alors, pour regarder l'impact de mon t-shirt, je peux regarder ce qui se passe à la production. La production de la fibre de coton, par exemple, la production de l'étoffe, comme je l'ai dit,
et du vêtement. Mais la vie du t-shirt ne s'arrête pas là. Et donc, il faut aussi prendre en compte qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il est fabriqué. Il va être distribué, il va être transporté, stocké dans des grands hangars, etc. Et puis, nous, on va l'acheter et l'utiliser. Et à l'utilisation, il va avoir aussi un impact environnemental puisque je vais laver mon vêtement. Et en lavant le vêtement, je vais consommer de l'énergie, consommer des produits chimiques, les détergents, et puis rejeter donc du coup effectivement des eaux polluées. Voilà. Et puis évidemment, il faut aussi prendre en compte la fin de vie. On en parle beaucoup. C'est un sujet très très important aujourd'hui. Donc en fait, l'analyse du cycle de vie, ça veut dire prendre en compte le produit du berceau jusqu'à la tombe et pas seulement ces étapes de fabrication. Et donc à chacune de ces étapes de la vie du produit, on va regarder comment ça impacte sur l'environnement. Ok. Et pourquoi, selon vous, c'est vraiment une notion essentielle aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'analyse du cycle de vie des vêtements. On ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui de connaître l'impact environnemental des vêtements qu'on achète, qu'on porte ou qu'on produit, ça dépend du point de vue. Donc ça, tout le monde sait que c'est très important. Et ça, l'analyse du cycle de vie, c'est un outil qui est particulièrement performant parce qu'il l'empêche d'oublier des choses. Toutes les analyses qu'on a pu faire, nous, l'impact de la fabrication ne correspond pas à 90 ou 95% des impacts. L'impact à l'utilisation est de l'ordre de 30 à 50%, quelquefois même 60%. Donc en fait, c'est vraiment pas négligeable sur l'ensemble de la vie du produit. Et puis, même chose pour la fin de vie, qui, elle, est reliée plutôt au fait de faire durer plus longtemps le produit. Parce qu'on dit souvent que si on utilise plus notre t-shirt, par exemple, on va diminuer son impact. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'était la Fondation Ellen MacArthur qui avait calculé ça. C'est vrai, du coup, on peut le mesurer, cette en tout cas, cette non-pollution engendrée si on utilise un peu plus son produit. Oui, ça c'est vraiment au cœur de nos recherches ici au laboratoire Gemtex à Roubaix. C'est comment on peut, en faisant durer plus longtemps le vêtement, en le portant plus longtemps, comment ça peut baisser finalement l'empreinte environnementale totale. Alors, j'ai essayé de faire un petit point là-dessus parce que il y a 10 ans, on a travaillé par exemple sur les procédés de teinture pour essayer de baisser l'impact. On a travaillé sur des tas de procédés en essayant de se dire comment on va faire pour que ces procédés aient moins d'impact sur l'environnement. On était très contents parce que nos recherches nous permettaient de baisser les impacts de 10%, 20%. On a même réussi à baisser jusqu'à 30%. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y a des solutions à la production pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Mais quand on aborde la durée de vie, si au lieu de porter mon vêtement 10 fois, je le porte 20 fois, eh bien, je vais baisser l'impact de presque 50%. Et si je le porte 3 fois plus longtemps, je vais baisser l'impact de 70%. Donc, les écarts sont énormes. Effectivement. Et donc, le consommateur, il a ça dans la main, de pouvoir porter plus ou moins longtemps. Et c'est un fort levier pour baisser l'impact environnemental. Et dont l'intérêt de faire des vêtements qui durent et de qualité, qui ne s'abîment pas si on veut pouvoir les garder le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Il faut qu'on puisse garder nos vêtements le plus longtemps possible. C'est vrai que depuis 20 ans, la qualité a légèrement chuté. Il y a des débats là-dessus. Bon, c'est vrai que parce que paradoxalement, on a progressé en innovation, en chimie et tout. Donc c'est vrai qu'on se dit, c'est bizarre d'avoir baissé cette qualité alors qu'on a, d'un point de vue scientifique, amélioré nos connaissances. Oui, mais on a baissé les coûts fortement, très très fortement.
Donc forcément, quelque part, ça vient de... voilà. On fait des économies. On fait des économies. Sur la qualité. Et C'est alors, ça. scientifiquement, comment ça marche ? Enfin, comment les marques peuvent évaluer l'usage et la fin de vie d'un vêtement, ou enfin calculer l'ACV en fait ? Alors, il y a deux questions. Il y a la question de l'ACV, Ouais. qui est une mesure des impacts environnementaux, et il y a la question de la durée de vie, qui est un levier pour baisser les impacts environnementaux. La durée de vie est estimée par les distributeurs et les fabricants de vêtements depuis longtemps, puisque ils veulent vérifier que leur produit va durer, ne va pas s'abîmer tout de suite. Donc il y a des tests qui existent, mais ces tests sont plutôt pour savoir ce qui va se passer dans les premiers lavages. Par exemple, est-ce que le vêtement va rétrécir, des choses comme ça. C'est pas prévu sur des durées forcément très très longues. Donc en fait, il faut qu'on trouve un moyen de modifier ces tests pour qu'ils puissent permettre de voir les longues durées de vie. C'est-à-dire aller sur 10, 20, 50 lavages, etc. Et faire 50 lavages, c'est quand même long. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour faire des tests qui soient plus rapides et qui permettent d'avoir les informations plus rapidement. Okay. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment, à la fois au laboratoire et aussi en relation avec les entreprises. D'accord. C'est pas très simple. Le deuxième sujet, c'est le sujet de donner une information sur l'impact environnemental d'un vêtement. Alors nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur l'analyse du cycle de vie, qui est un outil pour pouvoir donner des informations au maximum fiables. Mais depuis quelques années, l'État français veut mettre en place l'affichage environnemental des produits de grande consommation. Et donc, il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont été faits sur ce sujet. Et aujourd'hui, il y a aussi des groupes de travail au niveau européen sur le Product Environmental Footprint, PEF, qui s'intéresse aussi à ces questions de textile. Donc là, aujourd'hui, c'est un sujet très, très important. La question, c'est comment on trouve les informations sur tous les vêtements qu'on a. Parce qu'il y a plein de façons de faire un t-shirt, de faire un vêtement. Comment on trouve toutes ces informations pour les mettre ensemble et pour donner l'information totale à la fin au consommateur. Et puis après, il y a une deuxième question qui est qu'est-ce que le consommateur a besoin comme information ? Est-ce qu'il a besoin d'une information très complète et très éventuellement complexe ? Ou est-ce qu'il a besoin d'une information très rapide à avoir ? Donc, est-ce qu'on s'oriente plutôt vers des choses du type des notes ABCD, comme on le voit dans l'électroménager, par exemple, ou est-ce qu'on essaie de donner un panorama plus complet des impacts environnementaux des vêtements ? Et ça, c'est pas simple, parce que plus on veut être complet, plus... dans tous les cas, c'est difficile d'avoir vraiment les données qui correspondent exactement aux vêtements qu'on étudie. Parce que c'est vrai. Enfin, la question, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut vraiment noter un vêtement ? Est-ce que c'est possible de donner une note à un vêtement alors qu'il y a tellement d'étapes entre le champ de la matière première jusqu'à, comme on l'a dit, sa durée de vie, en passant par les questions sociales. Est-ce que vraiment c'est possible ? Ou est-ce que c'est pas un peu utopique ? Voilà. Alors bon, moi, en tant que scientifique, je raisonne plutôt en termes de multicritères, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer l'ensemble des impacts environnementaux à une seule chose. Il y a plusieurs critères et vous l'avez dit, il y a les impacts sociaux en plus, mais il y a aussi tous les impacts environnementaux, l'impact sur l'eau, l'impact sur le réchauffement climatique, l'impact sur la toxicité, et puis aux différentes étapes. Donc, c'est compliqué à la fin de dire le produit vaut B ou D. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette information ?
Ouais, c'est vraiment pas évident. Et est-ce que, comment on a parlé des lavages, par exemple, pour évaluer finalement la longévité d'un vêtement, mais scientifiquement, est-ce qu'il y a d'autres techniques pour évaluer la durabilité, la qualité d'une matière textile, à part faire plusieurs lavages? Est-ce qu'il y a d'autres techniques scientifiques qui permettent d'évaluer ça et de dire, ok, ce vêtement ou cette fibre est de qualité? Parce que souvent, on entend ce mot durabilité, qualité un peu tout le temps, mais concrètement, scientifiquement, ça veut dire quoi? Scientifiquement, ça veut dire qu'on prévoit que ça va pouvoir durer très longtemps. Et donc, nous, on travaille à la fois sur la mise en place de tests. Alors, ça peut être aussi des tests mécaniques, d'usure, par exemple. Et puis, on essaie de travailler de plus en plus sur les prédictions. C'est-à-dire qu'on met en place des modèles mathématiques pour se dire, si on fabrique comme ci, comme ça, on va avoir telle qualité. Donc, au lieu de faire des mesures, au moment où on conçoit le produit, on le conçoit en sachant déjà qu'on aura la qualité voulue. D'accord. Et donc, c'est une aide à la conception, à l'éco-conception, pour que dès la conception, on puisse avoir tous ces guides qui va prévoir qu'on va pouvoir avoir effectivement une bonne qualité ou pas. Ça, c'est l'objectif final. Ok. Donc, c'est ce sur quoi vous travaillez constamment. Ok. Ouais. D'accord. Pour parler aussi un petit peu, donc là on a parlé vêtements dans son ensemble, durée de vie, analyse du cycle de vie, mais pour parler des matières textiles, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises matières? Je pense au polyester par exemple, parce que c'est un gros débat à chaque fois dans l'industrie textile. Est-ce qu'on peut vraiment donner une note en fait aux matières, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien? Eh ben non. Ce serait trop facile sinon. Oui, c'est vrai. Alors, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on m'a déjà posé ces questions. Et je me doute. C'est très frustrant, je pense, mais moi, je veux pas dire oui. Chaque matière a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, dans l'utilisation. Donc ça, c'est des choses qui sont connues par les gens du métier. Par exemple, effectivement, la fibre de coton, au niveau de l'hydrophilie, c'est plus hydrophile, même si le polyester, de plus en plus, est hydrophile par traitement. Mais au niveau environnemental, c'est vrai que moi, j'ai été surprise il y a 15 ans de voir que le coton avait tant d'impact. Ce n'était pas évident. On pensait que le coton était une fibre naturelle, qui donc n'avait pas d'impact sur l'environnement. Et en fait, elle en a beaucoup à cause des pesticides et des engrais et de la consommation d'eau. Donc, c'est une nouvelle manière de voir les objets. On a changé la manière de voir les fibres, de voir le coton. Et je me suis dit, mais comment on peut faire sans coton? On ne peut pas se passer de coton. Donc, et le polyester, c'est un peu pareil aussi. C'est que, du coup, ça a des avantages par rapport au coton parce que il n'y a pas toute cette question de pesticides, tout ça. Mais bon, effectivement, c'est issu du pétrole. Il y a la question qui n'est pas encore complètement... sur laquelle on travaille, nous aussi, on recherche là-dessus, c'est la question des microfibres et des microplastiques dans les océans. Ça, c'est notamment au lavage, quand avec les frictions, des petits bouts de fil se détachent et finissent dans nos océans, quoi. Oui, pour résumer. Exactement. Et c'est nous qui faisons cette pollution dans nos machines à laver. Il y a des solutions qui sont en train de s'amorcer au niveau des machines à laver, mais comment le textile, qui est un objet du quotidien qu'on porte tous les jours, tout d'un coup devient une source de pollution de nos océans, une source de pollution de nos rivières, etc. Ça veut dire qu'on change le regard sur la matière. Finalement, ces matières qui nous paraissent inoffensives,
finalement, ont tout un impact sur l'environnement. Oui. De toute façon, le zéro impact, ça n'existe pas. Le zéro impact, ça n'existe pas. Et donc, en fait, le polyester a un impact, le coton a un autre impact. Si on part sur la viscose avec l'exploitation des forêts, ça a un autre impact. Et en plus, la viscose passe par un procédé chimique qui est pas très simple non plus. Et on trouve jamais de fibre idéale. Mais est-ce qu'il y en a certaines qui limitent un petit peu l'impact sur l'environnement? Parce qu'en plus, quand on parle de fibre, il y a la fibre en tant que telle, mais on l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'usage derrière. Je sais pas, moi, un t-shirt en polyester pour le sport, si on le garde 50 ans, peut-être qu'il aura moins d'impact qu'un t-shirt en coton qu'on aura gardé 10 ans, quoi. C'est là où c'est hyper complexe. Et c'est vrai. Le polyester est très résistant. Et souvent, les vêtements de sport, s'ils ne sont pas abîmés par la sueur, ils peuvent durer très longtemps. Donc, ça y est, j'ai perdu la question. C'était de savoir est-ce qu'il y en a quand même une ou deux de matières où l'impact est un peu moins important, ou non, c'est trop, tout est très complexe, quoi. Tous les impacts environnementaux sur la planète, ils viennent de la notion d'excès. Le réchauffement climatique, c'est parce qu'on a un excès de CO2. Le CO2, il y en a toujours eu, c'est un excès de CO2. Et donc, c'est toujours une question d'excès. Et donc, la question se pose à partir du moment où on utilise en très grosse quantité. La surexploitation des champs de coton a conduit à développer, à mettre en place les engrais, les pesticides, etc. Si on restait avec des champs de coton en quantité limitée, si on acceptait qu'il y ait moins, on n'ira pas chercher ces produits chimiques. Oui, forcément, les impacts sont moins importants. Voilà. Et inversement, on ne sait pas quand on utilise peu. Par exemple, je me pose souvent la question sur le lin, parce que le lin est une fibre parfaite. Je cherche des défauts du lin. Alors, moi, je trouve en plus, comme j'habite dans la région Hauts-de-France, c'est quand même une région où il y a beaucoup de lin, comme en Normandie. Donc, on est les plus gros producteurs en France, en Belgique, de lin. Ensuite, elle demande assez peu d'intrants dans les champs et elle ne consomme pas plus d'eau que ça. Et après, la transformation du lin est un peu complexe, mais on a fait des bilans environnementaux, il n'y a pas de surconsommation par rapport à d'autres fibres. Voilà, mais je me disais, si on se met à faire toutes les cultures, si on transforme tous les champs français en champs de lin, ceux de Belgique et ceux de tout ça, finalement, à partir d'un moment, qu'est-ce qu'on observera comme excès ? Et on ne peut pas faire ça, puisque en fait, il y a aussi la question de l'utilisation des sols pour les aspects qui sont aujourd'hui très importants pour la partie alimentaire. Donc le lin, peut-être, on trouverait qu'il a comme défaut d'utiliser les sols français qui pourraient produire du blé pour l'alimentation mondiale et que ça utilise du lin pour les vêtements. Donc, je ne sais pas, je suis en train de délirer. Non, mais c'est vrai que tout est une question d'équilibre, effectivement, parce que si on se disait demain, on remplace toutes nos fibres textiles par le lin, probablement que ces excès-là ne seraient pas très bons non plus, quoi. Ouais. C'est vrai. Voilà, puis je ne suis pas sûre qu'on arrive à avoir suffisamment de champs de lin. Oui, c'est ça. D'un point de vue industriel. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi des matières recyclées, parce que c'est intéressant, cette économie circulaire. Qu'est-ce que vous en pensez des matières recyclées ? Est-ce qu'elles ont les mêmes qualités que les fibres neuves ? Quels seraient leurs défauts ? Enfin voilà, faire un petit bilan de ces fibres recyclées et de leur impact. Alors, il y a plusieurs manières de recycler les fibres. Il y a plusieurs façons de faire des fibres recyclées. Et donc, selon la manière dont on fait la fibre recyclée, on peut avoir des fibres qui sont... Enfin, en général, quand on recycle, on abîme, parce qu'on refait passer dans un circuit, donc on abîme. Et donc, les fibres recyclées, de manière
générale, comme tous les fibres recyclées perdent un petit peu de qualité à chaque recyclage. Mais il existe des procédés qui permettent d'avoir des fibres recyclées qui sont identiques aux fibres vierges. C'est des procédés qui passent par la chimie. Donc, tout existe aujourd'hui. Okay. Tout est sur le... On a tout ça sur le plateau. Maintenant, on ne sait pas comment ça va évoluer. Tout est embryonnaire. Aujourd'hui, la part de fibres recyclées est assez faible. Alors, on a 14% des fibres de polyester qui sont en polyester recyclé à partir de bouteilles. Ok. Ce qui n'est pas un chiffre négligeable, 14%, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a d'une part les fibres recyclées qui viennent d'autres produits que le textile, comme les polyester bouteilles, et donc qui vont, au fur et à mesure qu'on va les utiliser, elles s'abîment en fait. Plus on les recycle, plus elles vont s'abîmer. Pour le polyester bouteille, ma question aujourd'hui, c'est si demain, comme elles le disent, les entreprises vont toutes aller vers les fibres de polyester recyclées à partir de bouteilles, on n'aura plus assez de bouteilles. Il va falloir produire des bouteilles pour produire du fil. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais voilà. Alors moi, je pensais que la tendance était d'essayer d'éviter d'utiliser ces bouteilles en plastique, mais bon, il y a une question de gisement là qui pose problème. On ne va pas pouvoir fabriquer des fibres à partir de polyester bouteille indéfiniment. Ensuite, l'idée, c'est que comme on l'a dit, les ressources qui baissent, de moins en moins de production, des champs de coton limités, le problème de l'utilisation du pétrole pour faire les fibres chimiques. Donc, il faut qu'on règle ce problème des ressources. Donc, en fait, l'idée d'éviter de produire des ressources et de prendre du recyclé est une bonne idée. Et donc, à long terme, l'idée, c'est que nos vêtements en fin de vie soient recyclés en vêtements. Boucle fermée. Boucle fermée. Ouais. Voilà. Ça, ce serait donc l'idéal. Ça, ce serait l'idéal. Mais on n'y est pas encore. Mais ça, ce sera dans 30 ans. Je sais pas quand ce sera. Tout évolue tellement vite depuis 5 ans. Mais là, on a l'idée qui va plus vite que la technique parce que les techniques de recyclage ne sont pas encore suffisamment développées pour pouvoir récupérer tous nos vêtements et les transformer en vêtements. Aujourd'hui, il y a beaucoup des vêtements qui sont transformés en autre chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette question de fibres recyclées, c'est une question qui va avancer très très vite, qui va être des sujets là, des années à venir. Comment on arrive à avoir des fibres recyclées qui viennent, elles, uniquement de vêtements fin de vie, quoi. En fin de vie. Ouais. Et c'est la première question. La deuxième question, qui est quand même assez essentielle, c'est qu'au moment où on fait le recyclage, il ne faut pas qu'on pollue plus. C'est ce que j'allais vous demander, la question de l'énergie consommée pour ce recyclage. Parce que pour recycler, ça consomme de l'énergie. Et l'énergie, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Cette énergie, elle pollue. Quoi qu'elle soit, elle pollue. Donc, tant qu'on n'a pas des énergies renouvelables en quantité suffisante, on a des pollutions. Donc, comment on fait ? Il faut trouver un optimum. Et c'est en train d'être mesuré, ça ? Oui, c'est mesuré. Aujourd'hui, les fameuses fibres qui sont recyclées, qui sont identiques à des fibres vierges, c'est vraiment la très bonne qualité, mais au niveau environnemental, l'impact le gain n'est pas vraiment intéressant au niveau environnemental. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites au niveau international pour essayer justement de trouver des moyens de faire ces recyclages sans avoir trop d'impact sur l'environnement. Pour que ce soit vraiment avantageux de fonctionner comme ça, quoi. Et ces fibres-là, qui ont les mêmes qualités que les fibres vierges, si on les recycle 20 fois, elles garderont cette même qualité ?
Oui, parce que D'accord. c'est le Ça, déjà, c'est procédé, intéressant. c'est le procédé qui fait la qualité. D'accord, ok. C'est un procédé chimique qui permet de revenir exactement à la fibre Indéfiniment. de départ. Voilà. Ok. Alors ça, c'est pour les fibres synthétiques. Pour les fibres de coton, ces procédés chimiques transforment les fibres de coton en fibres de viscose. Ah oui, d'accord. Puisque le coton et la viscose sont tous les deux de la cellulose. Et donc, on transforme la cellulose du coton en cellulose de viscose. Pour garder cette qualité de durabilité, quoi. Pour ne pas jeter le coton Ouais. et ne pas le brûler D'accord. ou en faire des objets. Ouais, de l'isolation ou ce genre de Voilà, choses, quoi. c'est ça. Ouais. Bon, c'est Ouais. bien, ça fait l'isolation, mais c'est un peu dommage parce que cette cellulose, cette fibre de coton, c'est quand même une fibre de valeur. Donc, Bien on sûr. essaie de la garder au maximum. Si on ne peut pas la garder, on la transforme en viscose. Ok. Et donc tous ces procédés, voilà, l'intérêt aujourd'hui, c'est de trouver une façon de moins polluer, quoi, si je dois résumer. Voilà, c'est D'accord. ça. Comment on va faire Ok. pour recycler sans polluer? Sans polluer. Voilà. D'accord. Bon, ça va bien vous occuper ces prochaines années. Et d'ailleurs, cette question du recyclage, cette question de la pollution du recyclage, elle est prise en compte quand dans la CV, quand les marques font cet exercice. Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Oui. Systématiquement, quoi. Depuis, j'avais une question, mais je ne sais pas si elle est très claire quand je la relis. C'est comment choisir le meilleur scénario de cycle de vie? Oui, alors, mais ça c'est ce qu'on fait en permanence. C'est l'éco-conception. Ça s'appelle l'éco-conception. Ouais. On regarde le cycle de vie, on regarde celui qui baisse au maximum les impacts. C'est des scénarios d'éco-conception. Okay. Alors, en général, on n'arrive pas, enfin, on ne travaille pas sur tout l'ensemble. On se dit, tiens, on va prendre ce petit point-là, on regarde ce que ça fait, puis après, on peut assembler ça. Mais oui, c'est ce qu'on fait et on, voilà. Mais j'imagine même chose, il n'y a pas une seule bonne réponse, quoi. Ah non, ça, c'est ça qui est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bonnes réponses. Ouais. Et ça, je pense que c'est assez encourageant parce Ouais, c'est qu'on vrai. voit aujourd'hui les entreprises qui disent mais comment je fais, je ne sais pas quoi faire. Mais je trouve que c'est c'est bien d'avoir été sur des matières recyclées, mais c'est pas la solution. Il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Et en fait, on voit aujourd'hui justement plein de petites startups qui s'emparent de tout un tas de nouveaux concepts qui n'existaient pas, qu'on n'imaginait pas. Et vraiment, là, il y a vraiment plein de choses à faire pour les... Oui, c'est vrai que c'est encourageant de voir toutes ces pistes de réflexion et d'évolution possibles, quoi. Voilà, et ça se fait. Et ça se fait. Bon, Et c'est ça bien. se vend. J'espère que ça va se vendre. J'espère aussi qu'elles vont petit à petit remplacer les anciens modèles. Et depuis vos débuts dans la recherche sur tous ces sujets-là et aujourd'hui, si on devait résumer les évolutions que vous avez pu constater, qu'elles soient positives ou négatives, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous avez vu tout ça évoluer entre vos débuts et maintenant? J'ai envie de dire positivement. C'est bien déjà. Voilà, c'est sûr, parce que il y a 15 ans, moi, quand je parlais d'analyse de cycle de vie, d'impact environnemental, les gens disaient non, mais c'était... Non, c'était ça, on ne pouvait pas non-sujet, parler quoi. de ça. Ouais. On en parlait, mais on m'écoutait, mais c'était pas... Ça paraissait pas faisable. Moi, je me rappelle effectivement... d'entreprises qui me disaient mais ça arrivera jamais, on ne prendra jamais en compte ça parce que ça détruit nos business. Oui, et oui, aujourd'hui on est dedans. Depuis 5 ans là, on est vraiment dedans. Les business sont en train de changer. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. De toute façon. Les business sont en train de changer, on n'a vraiment pas le choix. Et à la fois donc les entreprises prennent ça en compte, les pouvoirs publics prennent ça en compte, et puis surtout les consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs, qui se rendent compte du rôle qu'ils ont. Et ça, c'est vraiment assez fascinant. Ouais. Et alors peut-être la question de fin, pour conclure un peu sur une question ouverte, quelles seraient c'est une question pas facile, mais vos recommandations, vos pistes pour une mode plus durable? Moi, c'est
gros dada d'interroger les stylistes pour qu'on puisse imaginer de faire des produits qui durent longtemps et qui ont plusieurs vies. Alors ça les plusieurs vies, c'est les problèmes des techniciens, donc on travaille dessus, nous, en ce moment. Mais les stylistes aussi, ils peuvent travailler là-dessus, de faire de l'upcycling, etc. C'est des points très, très importants. Et est-ce qu'on peut, nous, travailler sur des vêtements qui vont durer infiniment longtemps, et est-ce que c'est compatible avec la notion de mode, qui est liée au renouveau Oui, parce qu'il y a la notion de créativité. Ouais. Comment on associe le fait qu'on a des produits qui dureraient, j'imagine, toute la vie, mais qui se renouvelleraient quand même pour la mode. Comment on peut faire ça ensemble ? Comment on peut faire les deux en même temps ? Du coup, on garderait la matière serait toujours la même, on n'aurait pas besoin d'épuiser les ressources de la terre en matière, mais il y aurait quelque chose qui permettrait quand même que les vêtements, qu'on ait de la mode. Ouais, qu'on renouvelle les vêtements. On ne va pas s'habiller tous de la même manière. Et comment on fait ? Je ne sais pas. Ouais. C'est vos sujets, en tout cas, du moment. C'est un sujet d'ouverture qui est important. Et je pense que là aussi, on voit que tous ces sujets ne sont pas... Il n'y a pas de réponse unique à tous ces sujets. Et ça, c'est vraiment ce que je vis depuis 10 ans maintenant. Moi, je suis chimiste à la base, j'étais dans mes produits chimiques, tout ça. Et en fait, avec ces questions environnementales, on est obligé de s'élargir absolument, prendre en compte tous les différents aspects techniques du textile, mais aussi les questions environnementales que je connaissais pas spécialement au départ. J'ai pas été formée sur ça. Et puis aussi, du coup, on arrive aussi aux questions sociales, au comportement du consommateur, aux questions de marketing. Quand on a commencé, quand il y a certaines entreprises qui se sont mises à faire du recyclé, par exemple, il y a 10 ans, ça n'a pas marché parce qu'au niveau marketing, c'était très mauvais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que demain, on est obligé d'être encore plus main dans la main entre les ingénieurs, les stylistes, les gens du marketing, les consommateurs eux-mêmes, qui peuvent être aussi acteurs. Et finalement, on se rend compte aussi qu'il y a des questions de droit, par exemple sur le statut de déchets. On travaille aussi avec des chercheurs en droit de la région. Et du coup, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et pour terminer, donc du coup, nous, depuis 2 ans, là, on travaille sur le montage d'une chaire où justement on associe au niveau universitaire l'ensemble des compétences, de toutes ces compétences. Donc là, pour le moment, entre l'IAE de Lille, qui est composé plutôt de chercheurs au niveau des nouveaux business models et au niveau des comportements du consommateur, l'ANSET qui travaille beaucoup sur la partie technique du textile. Donc voilà, pour essayer. Et puis, on associe aussi donc maintenant des chercheurs de droit, donc pour monter une chaire qui s'appelle Tex & Care et qui va être inaugurée à la fin du mois de mai. Ok, super. Voilà. On va suivre ça de près. Merci infiniment pour toutes ces réponses et ces informations. J'aurais pu parler avec vous pendant des heures. C'était hyper passionnant. Mais merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup, Chloé. Et merci à vous. Merci à Anne d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.